Emmanuel Macron, président de la République française, face à l'activiste Calibri Calibro, qui l'avait interpellé le samedi 22 février dernier en marge d'une visite au Salon de l'Agriculture de Paris. Selon des sources dignes de foi, Emmanuel Macron et son homologue camerounais Paul Biya ont échangé hier dimanche au téléphone sur la situation tendue dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. 8 jours après des propos critiques du président français, les deux hommes d'État se sont accordés sur la nécessité d'une enquête impartiale en réaction aux violences commises contre les populations civiles dans le village Ngarbou, a révélé l'Élysée. La présidence française précise également que Emmanuel Macron et Paul Biya ont convenu de rester en contact sur le suivi des initiatives politiques issues du grand dialogue national, en particulier la mise en place d'un statut spécial pour les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Et tout de suite, c'est le fait du jour. Macron, Biya, il y a eu le coup de fil. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Maître Emmanuel Pensy. Bonsoir Maître et bon retour. Ça fait un bon bout, hein? Oui, ça fait quelque temps, j'étais pas là, j'étais en France. Et puis quand je suis revenu... Au pays de Macron. Au pays de Macron, j'ai vécu la fameuse grève suite à tous ces mouvements sur la retraite. Vous savez que le président Macron est en difficulté en France sur ce problème-là. Oui. Et j'ai eu à marcher pendant plusieurs heures dans les rues parce qu'on ne pouvait pas circuler. Oui. Donc, c'est une situation excessivement difficile dans laquelle il vit. Alors, je suis bien revenu au Cameroun. J'ai trouvé que mon frère aîné, le docteur Frantz Pensy, qui était le médecin de Madame Biya la première et de toute la République, médecin, ensuite chef de clinique, adjoint du professeur de Vadeville, est décédé le 5 février et vraiment je suis dans le deuil, mais c'est avec une joie immense que je retrouve les téléspectateurs de votre chaîne que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, par ailleurs, hier en venant, j'ai lu dans les réseaux sociaux que j'aurais renvoyé une bonne que je paye 40 000. Je tiens à faire un démenti. Ma bonne est payée, travaille 20 heures par semaine à mi-temps. Elle est payée 40 000 plus 25 000 francs pour travailler 20 heures. Et elle mange toute la nourriture que j'ai. Donc elle a procédé à un vol petit à petit de 600 000. J'ai demandé au procureur de la République, et la lettre est là, dans le cadre d'une procédure en flagrance, conformément à la disposition du Code de procédure pénale, pendant la garde à vue, de la faire libérer. Cette lettre-là, voici, que j'ai adressée au procureur de la République, et elle sera libérée ce soir. Je ne demande rien à cette pauvre fille. C'est comme ça le sort des gens. Mais vous êtes dans le malheur, mais les gens vous volent. Et je suis heureux d'être ici ce soir, voilà, merci. Avec les divers pénalistes. Voilà. Bonsoir, Maître Fabien Kenyé. Bonsoir, Serge Alain Outou. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver là, au moment où je porte encore en moi le deuil de notre confrère, Maître Sylvain, dont la terre s'est refermée sur lui avant-hier samedi. Oui. Tout à fait. Vous savez parfaitement quel combat il aura mené avec moi pour l'érection d'un pays de justice et de démocratie au Cameroun. Et vous savez aussi qu'il aura été notre leader, le leader de la team qui a pris sur elle de défendre les prisonniers politiques, dont son excellence le brillantíssime professeur Maurice Kamto, le président et lui, qui avait été embastillés pour rien. Le combat ne s'est pas encore achevé alors que nous avons perdu ce confrère. C'est une perte énorme pour le barreau
Ça, mon confrère le confirme. Ça, je le confirme. Et je prie pour que son âme véritablement continue à reposer en paix. Merci, M. Fabien Kenyé. Voilà. Dr Luzin Somba, bonsoir. Bonsoir Sao, permets-moi de faire l'économie de ces gens autour. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs. Je salue avec respect les autres co-panélistes. Ok. Ilyas Zipan, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain Autour. Vous Bonsoir. avez terminé du côté de Douala Premier? Non, c'est pas terminé. Je pense que le contentieux est ouvert. Nous avons 2 contentieux à Douala Premier. Le premier, c'est l'annulation de l'élection du 9 qui a été déposé dans les délais. Donc le mouvement progressiste a un recours introduit par le candidat Ilyas Zipan. Et également le SDF qui a introduit un recours. Puis par la suite, un autre recours à l'élection du maire. Ok. Vous savez bien que le maire de Douala Premier s'est accaparé de tous les postes, naturellement, que ce soit les adjoints au maire, en violation des dispositions légales construites dans le code de la décentralisation. Je pense que là aussi, il y a encore une autre requête en annulation. Et je pense que nous allons suivre en faisant confiance à notre justice, en supposant que le droit va être dit, parce que les gens ont créé des bantoustans et ils font la loi qu'ils veulent à l'intérieur de cela. Voilà, je reste avec vous, Ilyas Zipan, samedi 22 février. Nous sommes à Paris, salon de l'agriculture. Le président français interpellé par Calibro au Cameroun. On essaye de traiter, essaye de comprendre ce qui se passe. Les journalistes sont menacés, les journalistes sont suspendus d'antenne. Il y a des manifestations anti-françaises devant l'ambassade du Cameroun. Il y a même des motions de soutien. Finalement, il y a ce coup de fil. Oui, il faut dire ici que nous sommes là complètement dans les relations internationales. Et moi, j'ai été suffisamment surpris de voir la réaction épidermique du gouvernement. D'abord par le porte-parole du gouvernement, à savoir le ministre de la Communication, qui a pondu un communiqué de 8 pages dont personne ne comprenait de quoi il s'agissait. La deuxième, c'est la réaction du secrétaire général de la présidente de la République, le ministre d'État Ngongo. Et par la suite, le conseil spécial du président de la République, qui également ont pondu, je ne veux pas dire que ce sont des pamphlets, mais je ne suis pas loin de le croire. Il s'agit de quoi, monsieur Serge Alain Autour? Il s'agit que le président français a été interpellé par un activiste, du moins par quelqu'un, certainement qu'il ne connaît pas, mais qui a posé son problème. Et d'une réaction aussi vive, le président Macron s'est exprimé sur le sujet du Cameroun. Les détails qu'il a donnés ont mis pratiquement certaines personnes à l'épiderme. Mais moi, je ne comprends pas trop bien. Lorsque le président Biya, après le grand dialogue national, est allé à Paris, et pendant que nous étions à participer au dialogue, nous avons fait des recommandations, je pense que le président Biya a dit lui-même, à Lyon, qu'il est venu rendre compte au président Macron des résolutions prises par le grand dialogue national. Premier élément. Donc, ce qui atteste qu'il y avait certainement des coups de fil qui existaient entre les deux. Je vais encore un peu plus loin. Je pense que ce que nous avons oublié, c'est que cette crise anglophone date depuis. Elle date depuis à peu près 2-3 ans et nous avons constaté que les conservateurs qui, à l'intérieur du pouvoir, ne veulent pas que cette crise cesse. Et au remplacement du Premier ministre, partant Yann Philomon, il y a eu un nouveau qui était John Goutier. Et on a vu John Goutier aller dans les zones anglophones, nord-ouest, sud-ouest, s'exprimer. On a vu un engouement et je pense que nous, les politiques, nous avons pensé que là, il avait touché le doigt. Parce qu'il avait dit quelque chose d'extrêmement important. Il avait dit, nous sommes prêts à discuter de tout, sauf de la sécession. Ça veut dire que tout était sur la table. Il fallait, à son sens, discuter et en même temps négocier. Parce qu'on peut discuter sans ne pas négocier. Alors ceux qui voulaient seulement une discussion sans négociation se sont fondus à Paris. Je veux parler par là du ministre de l'administration du territoire. Et c'est une chaîne de télévision française qui dit que oui, il y aura discussion, mais la forme de l'État ne serait pas touchée. Je pense que c'est à ce moment-là que la plupart des uns et des autres ont perdu l'allant qu'on devait trouver une solution à cette crise-là. Tant bien que mal, le Premier ministre a essayé de manager avec beaucoup maestrat le grand dialogue national. Et je peux vous dire que nous qui étions au grand dialogue national, on s'est dit qu'il y avait quelque chose. Parce que à la fin de ce truc-là, il y a eu un standing ovation à l'endroit du Premier ministre, en supposant que les recommandations faites devraient être mises en considération. Mais tout d'un coup, on est passé directement aux élections. Donc je pense que j'ai situé cela pour que les gens comprennent très bien le contexte. Mais entre-temps, les recommandations, du moins la correspondance ou du moins l'échange entre le président Biya et le président Macron n'étaient pas connues du grand public. Et certainement, l'expression ou la manière où le président Macron s'exprime peut être plus ou moins due à regret. Mais à mon sens, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui a dû ne pas tourner rond. Soit le président Biya s'est engagé à prendre un certain nombre de mesures bien avant que le président Macron s'exprime, soit le président Biya n'allait pas suffisamment plus vite.
l'un dans l'autre, ça ne rapportait pas les mois. Parce que, comme vous venez de constater, le président Macron a dit qu'il appellera à la semaine prochaine le président Biya, et il l'a fait. Donc il est de bon ton pour ceux qui ont pris le problème à l'épiderme, de repartir également dans la rue, et de marcher cette fois-là pour dire au président Biya qu'il ne fallait pas qu'il prenne le président Macron. Parce que là, ils seront cohérents. Ils vont être cohérents s'ils marchent pour dire que si le président Biya ne devait pas prendre le président Macron au téléphone. Donc quand vous voulez qu'il y ait une autre manifestation? Bien sûr, parce qu'il faut qu'il soit cohérent pour cela. Devant le palais de l'unité. Naturellement, cette fois-là pour dire que le président Biya n'est plus en accord avec son opinion. Parce que eux, en marchant, supposaient qu'ils étaient de l'opinion. Nous qui étions dans l'opinion, disons que nous avons les faucons qui ont pris l'État en otage pour leurs intérêts. Plus rien n'est respecté dans ce pays. Les décisions de justice ne sont pas appliquées. Les recommandations du Premier ministre ne sont pas occupées. Les recommandations du président de la République, tant dans les circulaires, à l'intérieur des partis, ne sont pas reculées. Alors on se pose dans quel truc on fonctionne. Et je crois qu'il est temps que nous qui voulons une république, nous prenons les responsabilités. Et cette république-là, nous la prenons à partir de la base où le Premier ministre a dit, nous allons discuter avec les sécessionnistes de tout, y compris la forme de l'État. Cette fois-ci, nous disons, nous allons marcher pour dire que nous disons au Premier ministre, reprenez le bâton de Pérelin. Nous allons discuter de tout avec les frères anglophones, y compris la forme de l'État. Donc, maintenant, remettons tout sur la table. Il faut que le Premier ministre reprenne le bâton de commandement, que l'on voie si on va faire un dialogue annexe ou si on va prendre une autre grande rencontre, mais cette fois-là, avec la forme de l'État y compris. Ok, merci. Maître Pensy, permettez-moi de vous lire cet extrait du ministre Sadi. C'était exactement le 24 février, à la suite des événements, on va le dire comme ça, de Paris. Le gouvernement condamne sans réserve l'acte de ces Kidam qui se revendique de l'appartenance à un peuple dont on connaît la fierté et la dignité et qui a cru devoir interpeller le chef de l'État d'un pays avec lequel le Cameroun entretient des relations d'amitié et de coopération anciennes, étroites et mutuellement bénéfiques, et qui ont toujours été fondées sur les principes sacrés de la souveraineté des États et du respect mutuel. Maître Emmanuel Pensy, un Kidam qui fait que le président Macron appelle et le président Biya décroche son téléphone. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais il dit un Kidam. Mais un Kidam, mais ce n'est pas un Kidam. Qu'est-ce que la définition d'un Kidam? Ça veut dire que c'est quelqu'un. Oui. Oui, ça n'a rien de... Mais puisque on a vu les sorties du RDPC par la suite, les motions de soutien pour condamner tout ça. Commençons par le commencement. Oui. D'abord, les déclarations du président Macron vis-à-vis par rapport à cet activiste qu'il ne connaissait pas était une réaction, à mon avis, malvenue parce qu'elle ne connaissait pas la personne. Oui. Elle était très hâtive et elle était, à mon avis, malvenue parce qu'il devait prendre du recul parce qu'il parlait à un chef d'État, d'abord qui est un homme d'un certain âge, mais d'un sage en Afrique, et il devait lui parler avec retenue. Les déclarations du président Macron, moi je sors de France, ont été décriées même à l'intérieur de la France en lui disant c'est pas comme ça qu'on parle à un chef d'État ami. Bon, cela dit, et vous savez que quand un président français fait des déclarations, le président Biya n'est pas homme qui va répondre immédiatement parce que d'abord c'est quelqu'un qui sait contenir le bouillonnement de sa passion, c'est quelqu'un qui sait retenir et qui réfléchit et qui voit au-delà des autres. Le président Biya est, et je vous le dis, quelqu'un d'intelligent, et on a parlé tout à l'heure de l'opinion. Je me permets par rapport à l'opinion de parler, de rappeler ce qu'a dit Gaston Bachelard, un philosophe français qui disait que l'opinion ne pense pas, l'opinion pense mal. Il ne faut pas réagir par rapport à l'opinion. Alors, les marches spontanées, parce que vous en avez parlé, j'allais dire quoi, les marches spontanées au Cameroun. Mais si vous voulez me dire que ce qui s'est passé lundi dernier devant l'ambassade de France, c'était spontané? Vous avez vu les plaques et tout ça? Il y a deux choses. Oui. Il y a deux choses. Il y a, j'allais dire quoi, des comportements pluriels. Oui. N'est-ce pas? Qui sont des réactions de ceux qui soufflent
politiquement le chaud et de froid. Le froid, oui. Mais ce chaud et de froid qui est soufflé va entraîner, en tout cas de cause c'est le chaud et de froid, une sorte d'osmose, parce que le chaud et de froid, ça entraîne la tiédeur. Et cette tiédeur, c'est la relation qu'il y a eu par la suite entre le président Macron et le président de la République, puisque le président de la République, qui a fait beaucoup de recul, l'a pris au téléphone et in fine, ils se sont parlé. Le président Biya ne reçoit pas des ordres. Et contrairement à ce que a dit Ilyas Zipan, quand il est allé à Lyon, il n'est pas allé rendre compte. Il a fait un compte rendu. Il y a une différence sémantique entre les deux. Faire un compte rendu à son homologue, c'est lui dire, bon, je vais vous parler de l'affaire, ça s'est parlé comme ça. Ce n'est pas une affaire de vassalité. Le compte rendu, c'est-à-dire, il va là-bas pour rendre compte, ça veut dire qu'il va parler à quelqu'un qui lui est supérieur et qui commande le Cameroun. Le Cameroun est un pays indépendant, fier de l'être, et je peux vous assurer que nous-mêmes en France, et les Français eux-mêmes, respectent les Camerounais qui sont toujours fiers de leur pays et qui parlent avec honneur et avec une arme et avec indépendance. Et les Français apprécient beaucoup ceux qui, face à ce qu'ils déclarent, leur disent la vérité. Moi, j'ai eu à le faire dans plusieurs conférences depuis une trentaine d'années, quand les Français m'ont dit dans une conférence que les Africains sont des corrompus, je leur ai dit que c'est vous les premiers corrupteurs. Et à ce moment-là, ils ont cessé. Quand ils ont parlé d'autre chose, j'ai dit que la collaboration, c'est vous qui l'avez faite sous Pétain. Le débat était terminé. Et il reste mes amis. Donc, les Français aiment toujours les gens qui, avec politesse, la politesse du président de la République, qui leur répond. Les relations entre la France et le Cameroun sont des relations qui sont excellentes, malgré de temps en temps des hauts et de bas. Et je crois qu'il est, je dis dans le droit du président français, qui, compte tenu des relations avec le Cameroun, qui sont immenses, des investissements français, peut dire à son homologue que bon, il faudrait voir quand même par rapport à ceci, parce que la France investit énormément et s'intéresse au Cameroun, et la France n'est pas le seul pays. D'autres pays s'intéressent au Cameroun, il y a la Chine, il y a l'Angleterre, mais le Cameroun est un pays libre. Souvenez-vous de la déclaration du président Biya lorsque François Hollande était là. Il lui a dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Okay. Voilà. Maître Fabien Kenyé, vous avez suivi avec nous ce qui s'est passé devant l'ambassade de France lundi dernier. Et il y a eu ce communiqué du secrétaire général de la présidence de la République qui demandait comme ça aux Camerounais de garder leur calme par la suite. Qu'est-ce qui peut avoir motivé ce changement-là? Je crois qu'avec le recul... Parce qu'à suivre les sorties, hein, les motions de soutien des militants du RDPC, l'honneur du président avait été bafoué, et ainsi de suite. Mais le même soir, le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Concordi, demande aux Camerounais de rester calmes. Vous savez, nous avons ce malheur d'avoir avec nous un gouvernement qui vit pratiquement dans le déni de la réalité. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont voulu noyer le poisson, ça n'a pas pris. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus à la raison. Et je voudrais, si vous permettez ça, j'allais revenir un peu sur le thème pour dire, nous perdons de vue qu'en un jour, oui, Calibro est devenu pratiquement l'un des hommes les plus puissants du monde. Malgré le fait que certains intellectuels faussaires lui dénient la nationalité camerounaise, c'est bien un Camerounais, il a démontré. Parce que voyez-vous, comment comprendre qu'un tel monsieur, un citoyen aussi anonyme, parvienne à ébranler le chef d'un État aussi puissant? Parce que nous ne devons pas perdre de vue que la France, elle est membre du Conseil de sécurité, c'est la 5e puissance mondiale. Il est parvenu donc à arracher ou à mettre la pression sur le président français qui à son tour a mis la pression sur le gouvernement camerounais face à la dérive, au désastre que nous vivons aujourd'hui. Parce que à travers la promesse que la France avait faite, nous entrevoyons une certaine exaspération. C'est-à-dire, après que la France, naturellement, la lecture qu'on peut faire de la promesse qu'elle avait faite, c'est que la France s'est rendue compte que malgré toutes ces démarches auprès de notre gouvernement, de son homologue, il est resté sourd face à la souffrance, face à la violation constante des droits de l'homme, face au massacre qui se passe dans le Nosso. Calibro a dit,
M. Macron, il y a un génocide qui se passe au nord-ouest, au Cameroun. Il a dit, je sais. Il a dit, les gens sont emprisonnés pour rien. Il y a des prisonniers politiques au Cameroun. Il a dit, je sais. Il a dit, nous sommes dans un pays de dictature. Il a dit, je sais. Donc Macron a reconnu que nous vivons une dictature. Il a reconnu que nous avons dans notre pays aujourd'hui un génocide. Il a reconnu que nous ne sommes plus dans un pays de protection des droits de l'homme. C'est pour ça qu'il a promis Science Illico Presto de passer un coup de fil dans la semaine. Il a respecté le délai qu'il avait donné. Je crois que c'est ça qui s'est passé dans ce délai. Et que les gens s'agitent autour de ça pour tenter de noyer de le poisson, cela ne sert à rien. Il faut qu'on cesse de fuir la vérité. Si l'État camerounais un temps soit peut cesser d'être arrogant et méprisant pour descendre au niveau du peuple, je crois que nous pourrions résoudre tous les problèmes que nous avons dans notre pays. Parce que voyez-vous, le grand dialogue dont on parle tant, c'était une réunion entre amis. Comment est-ce qu'on peut dialoguer avec ses amis? Le NDP s'est appelé autour de lui quelques amis, ils sont assis, ils ont décidé de ce qu'ils ont décidé et ça n'a rien donné. On ne dialogue pas avec ses amis. On ne dialogue pas avec ses amis. On s'entend, on s'écoute. Non, enfin. On dialogue avec ses adversaires. Le grand Desmond Tutu l'a dit. On parle du grand dialogue. Le dialogue, c'est un échange tout simplement de paroles. Parce qu'il faut prendre la définition de dialogue. La vôtre est fausse. Le dialogue tel qu'on l'entend, sur le plan de la forme, n'est-ce pas? Ce n'est pas une partie qui convoque le dialogue. Ce n'est pas une partie qui fixe les intervalles dans le dialogue. Ce n'est pas une partie qui fixe l'agenda dans le dialogue, qui fixe l'ordre du jour. C'est ce qui s'est passé avec le grand dialogue qui n'a jamais eu lieu. Et je voudrais aussi dire que j'ai noté quelque chose. Il se trouve que la France, dans sa démarche autour de nous, persiste à parler de décentralisation et d'un régime spécial. Est-ce que face aux adversaires que nous avons, aux adversaires que le pouvoir croit avoir, ils demandent la décentralisation ou un statut spécial, ils demandent le fédéralisme. Voilà. Docteur Louison Issomba, est-ce que vous imaginez un seul instant le président Biya ne pas décrocher le coup de fil d'Emmanuel Macron? Après tout ce qu'on a vu, hein, il y a même l'émotion de soutien et tout ça là. Après ce qui s'est passé au Salon de l'Agriculture, le président Biya était-il obligé de prendre le président Macron au téléphone? Serge-Alain Autou, moi je dois l'avouer et je dois vous le dire de la manière la plus franche et la plus vraie, que je dois féliciter le président de la République. Il venait d'épargner au Cameroun une situation de crise. Parce que je le dis, pourquoi je le dis? Les Français peuvent en 5 minutes déstabiliser le Cameroun. Parce que ces Français, leurs services secrets ont autant les biens et les avoirs de toutes les personnalités du Cameroun, dont les biens se retrouvent et les avoirs se retrouvent en France. Donc, ils peuvent déstabiliser le Cameroun en 5 minutes. Et il y a un proverbe de chez moi qui dit, quand tu as ta main dans la gueule du crocodile, autant mieux le caresser dans le sens du poil qu'au sens contraire. Il faut féliciter le président de la République parce qu'il a pris un homme d'une rare intelligence, il a pris du recul et il a compris. Il a compris que les agitations faites devant les ambassades ne servaient à rien finalement. Par qui justement pas des gens qui ont été instrumentalisés et pas des personnalités connues, parce que la France connaît étape par étape et point par point chaque personnalité qui s'est impliquée dans cette affaire. Ils connaissent, donc il ne faut pas, on ne peut pas se le cacher. Et vous avez vu, encore plus grave, ils ont filmé tous ceux qui ont marché. Donc les conséquences vont s'en suivre pour ceux-là, un jour qui demanderont peut-être un visa pour aller en France. Donc voilà les conséquences. Je vais vous dire quoi. Et les épanadistes sont dans un contexte des relations internationales. Et vous savez, le principe de l'égalité souveraine des États est théorique. Nous sommes dans des rapports de force entre États. Et regardez aujourd'hui, Serge-Alain Autou. On parle de près de 3000 morts au Cameroun. Je dois vous avouer que si la France n'avait pas joué un rôle important en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, en y opposant son veto, il y aurait déjà une résolution des Nations Unies sur le Cameroun. Et ça n'allait pas manquer. Et puisque nous parlons des morts, vous savez qu'en réalité, dans la description fondamentale du génocide, à 200 personnes mortes, on ouvre droit à une enquête qui part justement de la Cour pénale internationale et, bien entendu, on émet un mandat d'arrêt international sur toutes les personnes indiquées. Donc, comprenons simplement une chose, que notre pays a tout intérêt à savoir que le joug du colonialisme n'est jamais
n'est jamais éteint, mais que nous y sommes toujours en plein. Nous y sommes toujours en plein. Et ça fait de sorte que, regardez, au niveau même de la communication gouvernementale, on s'est rendu compte que la communication était dispersée parce que les contenus sont différents. Ah oui. On aurait pu quand même attendre que le président, sur le paralysme de fond, je pense sur le compteur de 2 mètres, avocats qui connaissent le paralysme de fond, les procédures, on aurait pu laisser que le président réponde à Macron entre 2 chefs d'État. C'est-à-dire, le président devait faire un tweet pour dire, bon, ok, c'est le chef d'État français, j'ai suivi, et je parlerai à mon peuple. Simplement, tout devait s'arrêter. Alors, quand on regarde la gesticulation tout autour, je fais 2 lectures. La première lecture, c'est que, si nous estimons la sortie de Macron comme étant une trahison, et ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire aussi que, si nous regardons les gesticulations tout autour de cette histoire, opérées, structurées par les personnalités de l'État du Cameroun, ça veut donc dire que le président de la République doit faire très attention. Ça veut dire qu'il doit faire très attention parce que s'il y a une trahison d'origine internationale, il y en aura une d'origine interne qui le mettra dans des situations très compliquées. D'où donc la nécessité, vous avez vu, le président a décroché l'appel. Et je suis encore d'accord avec Hilaire qui disait que mais, il ne fallait donc pas qu'il décroche. Là, il devait justement répondre aux manifestants qui estimaient que voilà, sa souveraineté d'abord de l'État a été écornée et que l'honorabilité, la dignité du président a été mise à mal. Oui. Donc, Serge Alortou, je dis, le président est d'une rare intelligence et il a compris. Tout simplement, et j'ai été intéressé par la dernière phrase du communiqué du RGPR qui dit nous devons continuer de renforcer les liens historiques d'amitié entre le Cameroun et la France. Et là, il a joué toute sa carte. Parce que le début de la règle, le premier paragraphe est incendiaire. Oui. Il dit, il a été abondamment relayé un échange entre le président de la République française, sans le nommer, et un activiste. Oui. Vous voyez, de manière impersonnelle. Or, de l'autre côté, le ministre de la Communication dit, un kidam. Voilà. Vous voyez, décidément, moi je pense que... de ce kidam qui se revendique l'appartenance à un peuple. Voilà, donc, décidément, moi je pense que le président de la République a bien fait de décrocher le téléphone. Et moi, la situation, la sortie de Macron n'est pas une sortie est nihilo ou anodine. C'est une sortie certainement qui exprime un désarroi ou justement une désespération. Pourquoi on parlait d'exaspération? Parce que, je vais vous dire, quand il dit au président, il faut libérer les prisonniers politiques, on s'est rendu compte qu'il avait certainement libéré les leaders, puisqu'il y en a encore certains qui sont incarcérés aujourd'hui en prison. Donc Macron s'est rendu compte que tout ce qui avait été dit n'a pas été totalement fait. Vous voyez, c'est pourquoi il dit, quand le monsieur lui dit, il y a des prisonniers politiques, il lui dit, je sais. Donc c'est pour dire quoi, Serge Alortou? Retenons une chose, nous sommes dans des rapports de force entre États et non pas dans le principe de l'égalité souveraine entre l'État. Si la France aujourd'hui n'avait pas pesé de tout son poids en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, c'est que le Cameroun se retrouve aujourd'hui sous les résolutions fortes des Nations Unies. Il est à suivre, Dr Louison Issomba, le président a bien fait de décrocher cet appel. Est-ce qu'au niveau aussi, on n'a pas rappelé, beaucoup ont demandé qu'on rappelle l'ambassadeur du Cameroun en France pour consultation et que l'ambassadeur de France à Yaoundé soit convoqué? On n'a rien vu de tout ça. En consultation. Oui. En consultation. Non, ça c'est l'ambassadeur du Cameroun en France. Oui, en principe. Rappelé en consultation et que l'ambassadeur de France à Yaoundé soit convoqué par le Mirage. Oui. On n'a rien vu de ce scénario. Non, je pense que là, il faut... Je pense que le professeur, le docteur l'a si bien dit. Nous sommes en relations internationales. Oui. Et c'est la plus grande hypocrisie, les relations internationales. Ce qui peut être valable à droite, peut être le contraire à gauche. Et tout à l'heure, j'ai suivi Maître Pincy qui, avec beaucoup d'allant dans sa technique habituelle, nous expliquait qu'on ne parle pas comme ça. Et non! Le président Macron est le président d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Oui. À ce titre-là, il n'en a rien à cirer de ce qui est que le Cameroun. Je suis réel, je vous le dis, je vous le prends en regardant. Au plan économique, si tant est que les sociétés françaises ont des intérêts au Cameroun, elles n'en demeurent pas moins qu'elles ne constituent pas le produit intérieur brut de la France. Elles n'en constituent pas. Elle constitue partiellement, elle n'en constitue pas. Et pour autant, ce n'est pas pour autant que le président Biya est là, que la France ne va pas être là également. Nous savons très bien comment le président Biya est arrivé au pouvoir. Il n'est pas arrivé par les urnes. C'est pour vous le rappeler. Il a également dû lui parler lui-même à un moment, à une époque, devant le président français qui était le meilleur élève de la France. Vous ne lui reprochez pas cette parole-là. Il a dit
avec aisance qu'il était le meilleur de la France. D'où vient-il que subitement, des conseils, des pratiques, des éléments lui sont échangés hors caméra et qui n'a pas été fait? Je pense que dans l'acte du président Macron, vous pouvez tout lui reprocher, mais il y a beaucoup de choses qui étaient complètement cachées. Et ceux qui sont aujourd'hui les turiféraires du pouvoir et ceux qui veulent déstabiliser notre pays parce qu'ils veulent arriver au pouvoir par tous les moyens ou ils veulent conserver le pouvoir par tous les moyens, c'est ceux-là qu'il faut décrier. Parce que devant l'ambassade de France, les plans n'étaient pas écrits à la va-vite. C'était pas écrit à la va-vite. Et quand je sais ce que c'est qu'organiser des plaques de cette envergure-là, et comme je sais ce que ça coûte chez le sérigraphe, je peux vous dire que c'était des centaines de millions qu'on a mis là-dedans. C'était énorme. Et ceux-là ils n'ont pas trouvé ces jeunes gens-là qui, la plupart qui étaient dans le besoin, n'ont pas trouvé cet argent-là. On les a apportés pour amener là. Alors, lorsque vous avez des jeunes étudiants qui vous disent qu'ils sont venus là défendre le président de la République, posez la question comment il a fait pour arriver. Et je pense que tout ça, et je pense que le SGPRL, le lendemain, a essayé de demander au calme parce qu'il y avait encore une autre manifestation qui se préparait. Et qu'on a vu que... C'est le même jour. Le même jour. Lundi. Se préparait encore ce jour-là. On a vu ici à l'ambassade de France. Oui. On a tenté. Et mais comme Douala, mardi. Bien entendu, comme donc Douala a eu une chaudière, ça n'a pas pris. Et donc par conséquent, il faut faire très attention. Nous n'avons pas notre sanctuaire. Que ceux qui ont la double nationalité nous laissent calmement vivre ici. Parce qu'eux, ils auront la possibilité de partir. Moi, je n'aurai pas la possibilité de partir. Le seul sanctuaire que j'ai sur cette planète Terre, c'est le Cameroun. Il faut bien qu'il reste en paix. Pour autant, il ne faut pas qu'ils continuent à nous amener dans cette voie. Ces politiciens hors sol, qui pensent que la République les appartient, il faut qu'ils arrêtent. Et il est temps qu'on élève le ton. Je dis bien qu'il faut recommencer là d'où le débat a commencé. On doit discuter de tout, y compris la forme de l'État. Maintenant, c'est comme ça le point de vue. Y compris la forme de l'État. Parce que les citoyens qui demandent, ils ne veulent pas ce statut spécial-là. Ils n'en veulent pas. Nous avons demandé le statut spécial. Jusqu'aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, vous avez les décrets d'application? Non. Nous sommes en train de lire les supermers. On a les décrets d'application? Non. Alors, nous allons-nous? On a fait le point comment? Non. Cette position à la va-vite n'est pas bonne. Et je pense que Dr l'a dit, le président de la République, un homme sage, un peu se projetant à l'avenir, a dit je dois laisser ce pays en paix. Ah oui. Et il est temps, monsieur le président, nous le rappelons, monsieur le président, que tous ceux qui sont les turiféraires tout autour de vous, les va-t-en-guerre, monsieur le président, tous ceux qui pensent qu'ils sont des militants parasites compradors, dont le seul souci c'est de se mettre plein les poches, il faut se séparer. Et faire avec nous autres, qui voulons construire un Cameroun digne. Et nous voulons discuter avec nos frères anglophones de tout, sauf la séparation. Le reste nous intéresse pas. À ce moment-là, on peut discuter avec eux, avec état d'âme, et on trouvera la solution. Voilà la solution du Cameroun. Et je pense que dans la mort de cette solution, le Premier ministre John Bouté était dans cette phase. Et la question, c'est de m'interpeller ce Premier ministre aujourd'hui. Que fait-il avec des membres du gouvernement de cet acabit qui, dans un discours aussi ordurier, traite la France de tout le monde d'oiseau? On traite la France, le président Macron, comme c'était... Non, je n'ai rien contre la France. Moi, c'est pas grave. Mais on ne peut pas le traiter comme ça. Un kidam, maître, avec tout le respect, je vous sais très intelligent. Est-ce que je peux répondre? Oui, donc un kidam, ce n'est pas un homme normal. Vous allez répondre, maître Percy. Allez-y donc, maître Percy. Je dois d'abord dire que s'agissant du terme génocide, le génocide n'existe pas en l'état. Deuxièmement, par rapport à ce qu'a dit le qui est génocide, il faut qu'il y ait intention. Voilà. Et puis par rapport à ce qu'a dit mon ami le professeur, ce n'est pas, le docteur Soumba, ce n'est pas seulement la France qui fait le là pour qu'on puisse envoyer quelqu'un devant le tribunal, devant la Cour pénale internationale. Parce que pour la bonne et simple raison que la France n'est pas le seul membre du Conseil de sécurité, il faudrait qu'il y ait l'unanimité. Et je crois que le Cameroun a plusieurs amis, dont la Chine, et une seule opposition. Et une seule opposition fait en sorte que vous ne pouvez pas aller devant. Et la Russie aussi. Donc le Cameroun a des amis partout. Donc ça fait en sorte que ça ferme un peu la force que vous voulez donner à la France. Que je ne nie pas. Qui est un État qui est puissant, qui est fort. Mais le président Macron a l'habitude en France de faire des oukases que les gens lui reprochent à l'intérieur de la France. Je crois que la phrase qu'il a utilisée a été malheureuse. C'est-à-dire que la France est puissante, mais on ne parle pas comme ça à un État indépendant. Par ailleurs, vous ne parlez pas à un inconnu comme ça, dans la rue. Et je peux vous dire que le président Macron, on peut l'approcher facilement. Moi, je peux vous montrer ici les photos que mon propre fils a avec Macron. En France, on peut vous avez vu déjà le président Macron qui était avec des PD, qui étaient autour de lui. C'est-à-dire dans des circonstances où les gens à l'Élysée étaient nus.
C'est quelque chose, c'est-à-dire, il a une approche peut-être moderne, mais qui fait en sorte que n'importe qui peut l'approcher et dire n'importe quoi. Et je pense que quand on est chef d'État, on n'a pas le droit d'arriver devant quelqu'un qu'on ne connaît pas pour faire des déclarations. Ça, c'est mon opinion personnelle. Vous préférez un président loin de son peuple? Non, pas du tout. Ce monsieur, c'est pas un Français. Quand vous faites donc le procès à Macron, je dis qu'il ne veut pas parler comme ça à Caballo, je sais pas quoi, Calibri. Calibro. Bon, c'est qui fait la cabale. Calibri, Calibro. Calibro, c'est même pas son nom. Le célèbre Calibri. Ce n'est même pas son nom, c'est un surnom. Voilà, il s'appelle Abdoulaye Thiam. Et qu'il soit camerounais, pas c'est autre chose, qu'il ait parlé au président, ça ne fait pas de lui l'homme le plus fort du monde. Et je peux vous assurer que même moi demain, je peux arriver, me mettre à côté de Macron, lui poser une question, il va répondre. Les chefs d'État ont l'habitude. Et je crois que d'être de la hauteur de François Mitterrand, il faut savoir donner du temps au temps. Et le président Macron... Vous pouvez faire ça avec le président Biya? Non, je dis que le président Macron a beaucoup de choses à apprendre, bien que ce soit quelqu'un qui soit très intelligent et que c'est un chef d'État et qu'il a parlé ce qui lui était dans le cœur. Bon, pour revenir maintenant à ce qu'on appelle prisonniers politiques, je dis non. Les gens qui sont arrêtés actuellement sont des prisonniers de droit commun, dans le cadre des procédures qui concernent la révolte à l'intérieur des prisons. Ça, c'est très différent. Tous ceux qui étaient arrêtés pendant les marches sont libérés. Donc, le président Macron n'a pas une connaissance fine du droit. C'est ça le problème au niveau juridique et du droit. Il faut faire une analyse. Ceux qui étaient arrêtés pendant les manifestations ont été libérés. Mais ceux qui ont fait, qui sont battus, qui ont brûlé, qui ont fait n'importe quoi, dont le numéro 2, le vice-président du MRC, sont en prison, Mota, pour des problèmes de droit commun, au point de vue stricto d'ordre juridique. Maître Pensy, juste une petite... Rosanne Djimeni, qui a été interpellée, je crois, Banganté, parce qu'elle... parlait du boycott de l'élection du double scrutin du 9, c'est quel registre qui se trouve aujourd'hui en prison? Je ne sais pas, mais c'est une connerie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas parce que vous parlez que nous doit vous mettre en prison. Il y a quand même des lois dans la République. Et je crois que dans la République, il y a des gens qui en font trop. Oui. De même, il y a des gens qui peut-être pensent soutenir le chef d'État et qui veulent peut-être que, et je crois que M. Ngamdine qui parle du coup d'État scientifique. Je crois personnellement certaines personnes qui soutiennent le chef d'État comme la corde soutient le pendu. C'est-à-dire qui veulent vraiment qu'il parte effectivement pour pouvoir être là. Et il y a ce mélange à l'intérieur qui fait en sorte que le message est multiplié et ne se comprend pas. Et je crois que ici, la réaction du secrétaire général de la présidente de la République est d'un diplomate. Elle est suffisamment sage. La réaction de M. Sadi n'est pas si méchante que ça, mais c'est une réaction épidermique de quelqu'un qui est peut-être certainement fâché. Mais on sait très bien qu'il faut savoir prendre du recul par rapport à un événement et ne pas, je dis, quand on réfléchit et quand on dit quelque chose, je dis la passion entraîne la déraison. Donc, il faudrait faire attention avec les relations de la France. La France est également un pays très rancunier. Il faudrait le savoir. Et le président de la République, qui a une maîtrise et une fine connaissance de la France, a su se sortir de ce guêpier. Okay. Parce que moi, je ne suis pas pour les marches, pour qu'on ait attaqué l'ambassade de France. Ça ne se fait pas. Okay. La France est un pays ami qui a des relations fortes avec le Cameroun. Et en plus, la France est un pays qui est libre. Et le président français peut dire ce qu'il veut parce que c'est un pays de liberté. Mais quand il le dit également, il faut répondre juridiquement, et je crois que c'est ce que le président a fait, et c'est très bien accepté. Et vous voyez que les relations entre la France et le Cameroun sont au beau fixe, parce que le président a eu l'intelligence de prendre du recul et a su en sorte travailler avec son homologue. Voilà. Et je crois qu'il faut faire très attention. Oui. Il n'y a pas eu de... dans cette affaire-ci, je crois que les gens exagèrent. Les Camerounais sont des passionnés. Quand on voit un député qui va défiler, je n'apprécie pas. Moi, je n'ai jamais défilé. Les marcheurs défilent tous les jours. Mais je crois qu'il faudrait, dans ce pays-ci, qu'il y ait le calme et la paix. Et la France est un pays ami
que le président de la République, la France, soit libre de dire ce qu'il veut. Le Cameroun et le président de la République a su lui parler avec beaucoup de sagesse. Et je crois que tout s'est calmé et est rentré dans l'ordre. Pas de surenchère dans le cadre de cette affaire. Nous ne sommes pas suffisamment outillés pour affronter la France dans une guerre, je ne sais pas laquelle, nous n'avons rien à y gagner. Voilà, Maître Fabien Keïna, on aura quand même tout vu la semaine dernière. Comme je disais, il a aussi pas en début de ce programme des manifestations anti-françaises, des journalistes qui sont menacés, des journalistes qui sont suspendus, le gouvernement qui communique, d'abord le ministre de la Communication, ensuite le secrétaire général, la présidente de la République. Une semaine véritablement chaude. Une semaine extraordinaire, Serge Alain Auto. Voyez-vous, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes d'une fin de règne. Je dirais que c'est un peu comme s'il y avait le trouble dans le camp zambien. C'est-à-dire, vous avez des attaquants et des défenseurs qui se trouvent entre eux. Ils ne savent plus quoi faire. Ce sont des signes de manifestation de fin de règne, c'est clair. Et ça, Alain, voyez-vous, ça fait 20 ans que vous dites la même chose. Je ne peux pas laisser passer que mon confrère aîné, être pensivienne, continuer à procéder par le déni qui caractérise le RDPC. Nous avons dans ce pays aujourd'hui plus de 1500 prisonniers politiques. Il faut les citer. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait de prendre le cas de Roland Djemeni, qui est encore emprisonné à Baganté pour avoir juste dit qu'elle boycottait les élections avec ses 3 compères, en marge de toute loi. Le président Mota, en ce qui le concerne, nous le savons tous, vous ne trompez personne. Il paye la défense de ses concitoyens du Grand Nord qui ont été longtemps considérés comme du bétail électoral et à qui aujourd'hui il a ouvert les yeux à montrer la voie à suivre. Lorsque je parle de fin de règne, je peux vous l'expliquer en quelques mots. Vous savez, nous avons dans ce pays aujourd'hui des gens qui ne représentent plus rien du tout et qui veulent mettre le pays à feu à sang avant de partir. Malheureusement, les faits sont têtus. Vous avez vu la tournée de son excellence le béatissime professeur Maurice Kamto, le président élu, à la place de la République en France, aux États-Unis et je crois au Canada. Lorsqu'il est revenu ici, vous avez vu la ferveur populaire qui était derrière lui. Comment peut-on dénier à ce monsieur la légitimité qu'il incarne pour le peuple camerounais? Il faut que les autres comprennent qu'ils ne peuvent plus rien faire. C'est pour ça qu'ils s'embrouillent. Quand vous parlez de semaines de contradictions entre contradictions, que dans le même gouvernement, des gens aient des propos de communication aussi contradictoires. C'est ça qui saoule le pays. Ce n'est pas le petit calibro dont on veut faire un exutoire, cher confrère. Il ne vaut rien, ce mec. Okay. C'est ce que vous dites. Je vous ai dit qu'il a démontré qu'il a mis la pression sur le président le plus puissant du monde. Donc, comme vous l'avez dit tout là, c'est impossible. Vous ne pouvez pas approcher le président français n'importe Tout le monde l'approche, c'est faux. Je vous assure. Il a une talent d'approcher. Non, merci. Vous ne connaissez pas la France. Être parvenu à approcher le président français. Même les gens de la rue. Vous avez vu à salon de l'agriculture, les gens l'interpellaient. Vous ne connaissez pas la France. Vous êtes coupé du peuple. Parce que voyez-vous, on ne se voit pas. Vous êtes pas un homme de faut bloquer, arrêter toutes les activités économiques pour que le président passe. Voilà, c'est pas comme ça. Docteur Lison Isma, après cette semaine mouvementée, est-ce qu'on peut dire que tout est rentré dans l'ordre avec ce coup de fil hier entre le président Macron et le président Biya? Oui, tout à fait. Je pense, je l'ai indiqué aujourd'hui dans mon propos prélégomènal que le président de la République a très bien fait. Si j'avais un peu du Mindimbanzan bien chaud, je lui aurais donné. Parce que c'est ça l'attitude. Pourquoi ses collaborateurs ne suivent pas l'attitude du chef? Parce que le chef, lui, ne s'agit pas. Pourquoi tout autour cette agitation? Mais ils veulent arriver au pouvoir. Non, c'est là où se trouve le nœud. Et je voudrais faire une précision. Ils veulent le pouvoir. De mettre ainsi que non, ce n'est pas la France qui peut engager une action de mandat, une émission de mandat international. Il y a 3 acteurs. Il y a l'État concerné, le Conseil de sécurité et le procureur de la Cour pénale internationale. Voilà, à condition qu'on ait achevé les voies de recours internes. Non, et qu'il y ait une saisine, il ne peut pas le faire tout seul. Le procureur international ne peut pas tout seul. La procédure, vous savez très bien que c'est enfin, on peut en parler. Hein. On est dans la procédure. On est dans la relation internationale. Le mode de saisine de la CPI, c'est très compliqué. C'est pas grave. Donc on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Avec les turiféraires du pouvoir. On en est très loin. Avec les turiféraires du pouvoir, oui.
Lorsque vous avez vu Macron parler Vous avez dit tout à l'heure que Macron n'a pas la fine connaissance du droit. Non. Maître Pessi. De l'État camerounais. Je vous en prie. Connaissance du droit. C'est Dr Somba qui a la parole. De l'État camerounais. De ce qui se passe ici. Ah, donc il n'a pas les... Il est hésipant, je vous en prie. Je suis libre de le dire. Vous savez quand Je suis un avocat du barreau de Paris. Je suis libre de dire que le président Macron n'a pas la connaissance de ce qui se passe au niveau de la juridiction camerounaise. Et c'est vrai. C'est vous qui alimentez le pouvoir de... Non, pas du tout, on le dit librement. On le dit librement en France. C'est vous qui alimentez. Laisse-moi d'avoir peur. C'est gentil. Moi, je dis qu'il n'a pas une fine connaissance du problème et je l'éclaire en disant qu'il y a une différence entre les prisonniers politiques et les prisonniers de droit commun. Cela dit en passant, il est libre de dire ce qu'il veut. Je vais revenir au docteur Louison Issomba après le journal de 20h. C'est promis, docteur Issomba. Le temps d'aller rencontrer Cédric Noufelé pour le 20h. Il est déjà là pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de cet échange téléphonique entre Paul Biya, le président du Cameroun, et son homologue français Emmanuel Macron. Vous les avez eus à travers les dépêches des agences de presse. Ils sont convenus d'une enquête impartiale sur les violences commises contre les populations civiles dans le village de Garbou, dans la région du Nord-Ouest. L'opposition de la société civile crie victoire après la levée de bouclier du gouvernement qui a nié des exactions sur des populations civiles. Cependant, elle doute, cette société civile et l'opposition, sur la volonté réelle du gouvernement de mener une enquête capable de révéler la réalité des atrocités vécues sur le théâtre de la crise anglophone. Vous suivrez la réaction d'autres acteurs politiques dans le journal de 20h. Nous parlerons également du niveau de préparation du Cameroun à faire face à une éventuelle épidémie de coronavirus. Le ministre de la Santé publique s'est rendu dans certains points d'entrée du Cameroun et dans les structures hospitalières qui ont reçu des équipements adéquats pour faire face à une éventuelle épidémie de coronavirus et également prendre en charge des personnes soupçonnées de présenter des symptômes relatifs à cette épidémie qui sévit à travers le monde et principalement en Chine. Ce soir, à l'approche de la fête de la journée internationale consacrée à la femme, nous parlerons d'un hashtag devenu viral. Que signifie être une vraie femme africaine? Vous suivrez ce soir, Serge Alain, comment de nombreuses femmes camerounaises et d'autres africaines évoquent les violences qu'elles subissent au quotidien à travers une ironie sur les relations conjugales, violences conjugales et autres difficultés qu'elles rencontrent dans leur foyer au quotidien. Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Noufelé pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours, bien évidemment, en compagnie de nos 4 invités. Madame, monsieur, ce sera l'heure du 20h. Dans un instant, le 20h de Cédric Noufelé. Luminaire à différentes campagnes et professions de foi. Cependant, l'on sait qu'au sein du parti au pouvoir, c'est souvent l'investiture qui prime au-delà des élections en interne. Durant la session de plein droit du Conseil de la communauté urbaine de Douala, on ne perd rien à attendre pour savoir qui sera à la tête de la super mairie de la ville de Douala. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Retour sur le plateau Equinox Soir. Nous sommes donc partis, madame, monsieur, pour la deuxième partie consacrée au débrief du journal Pincy. Maître Emmanuel Pincy, le Vouri, c'est 270 conseillers municipaux. 218 pour le seul RDPC, notre majorité obèse. Voilà. Et tous les candidats, Yambassadine, Jean-Jacques Lengue Malapa, Maître Dine, Docteur Soleil, tous sortent dans vos rangs. Une autre bataille de crabes. Je crois que les militants RDPC vont se déchirer demain. Vous avez oublié un quatrième homme. Et Poupa. Et Poupa. Et pourquoi j'ai lu quelque part qui s'est désisté. Le maire de Douala 3e. Maître Dinari, c'est Maître Dinari. Maître Dinari, voilà, de la mairie de 6e arrondissement de Douala. Ah, c'est Mané Kaka président? Oui, non, Maître Dinari aussi. Ouais, Maître Dinari. Ok, mais je de Douala 6. Je le connais. Bon. Oui.
Il a été aux États-Unis, je crois, c'est celui-là. Oui. Okay. Non, mais Une bataille entre une guerre fratricide entre militants et RDPC? Non, c'est une bataille normale. Oui. Dans le cadre de cette affaire, parce qu'il fallait le faire. Je crois que le président de la République... Non, déjà, sur tout ce qui se passe, c'est conformément à la loi. Oui. Et contrairement à ce qui était dans le passé, où le délégué du gouvernement sortait tout simplement de nulle part de la volonté seule du président de la République, là, il s'agit d'un élu, et je pense que c'est une avancée positive qui a été faite, et je crois que... Vous avez vu le texte, le premier texte sur le code général? Non, c'est parce que sur ce plateau, Hilaire Zipan était là, les panélistes ont insisté que ce soit un élu. C'est sur le plateau Equinox Soir. C'est pour ça que je dis que on a ajouté ça après le débat sur Equinox Soir. C'est pour ça que je dis que c'est une avancée positive. Oui. Parce que la loi... Merci, il regarde Equinox Soir, hein, Hilaire Zipan. Je dis que le droit évolue. Oui. Et ça, moi, je suis très content de voir que c'est une évolution qui est positive et qui va pour plus, j'allais dire, d'abord de modernité et plus de démocratie. Et c'est de la volonté, et le président de la République a toujours voulu. Bon, maintenant que 4 personnalités, notamment Mbassa-Diné, que je connais, le docteur Soleil Jérémy, qui est de Douala 4, qui a été... Vous le connaissez aussi, oui. Maître Dine, vous le connaissez aussi? Maître Dine, c'est un petit frère qui a Manoka. Jean-Jacques Lengue-Malaka, vous le connaissez aussi? Je le connais parfaitement. Et c'est le maire de Douala 1er qui a construit cet immeuble magnifique. C'est lui qui a construit l'immeuble? Qui a fait construire cet immeuble grâce au financement du FECOM. Oui. Et je le connais depuis très très longtemps. Et je crois que... C'est votre favori, c'est? Je n'ai pas de favori. Le problème dans cette affaire-là, le problème de cette favori, on a cru à une époque que c'était un Poupa, parce qu'il est DAG du port, et on ne comprenait pas qu'un DAG qui gagne beaucoup d'argent aille dans une mairie, et on pensait que c'était lui qu'on sortait du chapeau. Je ne vois pas les chances des 10 mots dans le cadre de cette affaire. Je crois qu'il y a 2 candidats qui sont les... Bon, Jérémy Solé, c'est quelqu'un de très bien que je connais. Mais est-ce qu'il a suffisamment une expérience de connaissance du terrain sur les mairies? Mais on a vu une tonne. Il a été conseiller, hein? Oui, mais on a vu une tonne sortir également de l'hôpital à Quintini pour diriger, qui est délégué du gouvernement, et rester quasiment 14 ans. Donc, on ne sait pas. Moi, lui, il n'était pas élu. Non, en plus, il n'était pas élu, il a été choisi. Voilà. Donc, est-ce que c'est la même chose? Non. J'ai dit, mais il a quand même dirigé. Donc, ça veut dire que par rapport à la qualification, on voit quelqu'un qui sort de l'hôpital et qui dirige autant de budget. Donc, sur les autres, je crois que les deux, entre Mbassa-Diné, que je connais depuis le lycée. Sénateur? Que je connais depuis le lycée Leclerc. Ça date pas d'aujourd'hui, je le connais, il était au lycée. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a été PCA de la SONEL, qui était secrétaire général du ministère, qui a été conseiller du gouvernement, qui a travaillé avec le FMI, qui est capable de gérer, mais dont on dit que il serait un peu chiche. Qui nous donne. Non. C'est des arguments. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, attendez, vous me posez la question. Les électeurs vous regardent. Non, on va pas. Non, j'en sais rien. Mais je dis que vous me demandez si c'est un favori. Je dresse le portrait objectif de ce qui se dit. Donnez-moi un nom. Je vous ai demandé un favori. Je n'ai pas de nom. Je vous dis que je n'ai pas de favori. Je dis que parmi les 3 là, c'est les 2. Je dis que en noir. Non, je dis qu'il est très compétent, mais ça fait partie des rumeurs qui tournent autour. Il faut parler des rumeurs. Ça fait partie des favoris. Mbassa-Diné et Malapa sont les 2 favoris dans le cadre avec pour outsider Jérémy Solé. Ça, c'est ce que j'ai à dire. Ok, d'abord, Maître Fabien Kenyé, demain, on a longtemps demandé, on a souvent fait le procès que les délégués du gouvernement ne rendaient pas compte à la population parce qu'il était nommé, la force du décret. Maintenant, à partir de demain, on aura un magistrat, premier magistrat de la ville, qui est élu. Votre appréciation pour ce qui va se passer demain? Serge Alain, tu me vois un peu peiné de devoir commenter ce genre dans le fumage politique. Oh. Parce que voyez-vous, ces gens proviennent de la mascarade électorale qu'il y a eu
lieu le 9 février dernier. Oui. Je me demande qui est-ce que ces personnes qui veulent gérer la ville, qui veulent être les super maires de la ville, représentent. Mais vous allez faire comment? Vous avez un élu, s'il vous plaît, le MRC? Vous savez dans quel combat nous sommes. Nous ne sommes pas là pour des postes politiques ou pour savoir qui va, dans les prochains jours, se mettre plein la poche, parce que ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt général. Donc qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ils sont dans leur processus. Nous sommes dans le nôtre. Ils sont ailleurs. Ok. Docteur Louison Issoba, cette situation, demain, le premier maire de la ville de Douala, et non, tout ça sort, et tous sortent du RDPC. Je reviens encore sur Macron-Biya. Oui. Vous vous rendez compte que parmi les recommandations qui avaient été avancées, il y avait justement qu'il fallait mettre en place une décentralisation poussée. Oui. Et je dois vous avouer que ce test du 24 décembre 2020, 2019 sur les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun est un test formidable. Formidable en des avancées significatives qu'il contient. Vous savez, d'abord, 15% des recettes de l'État qui seront reversées aux collectivités. C'est pourquoi il y a toutes ces batailles-là? Ben justement, vous avez qu'il y a un statut spécial qui a été accordé, deuxièmement. Et troisièmement, justement, cette question du maire de la ville, qui désormais ne sera plus nommé discrétionnairement par le pouvoir du président de la République, mais qui sera élu. Et c'est l'occasion plus que jamais de dire que le développement suivra donc, avec toutes ces avancées significatives. Et vous vous rendez compte que ça fait du bien aujourd'hui de le reconnaître à l'endroit de notre Premier ministre, la tenue de ce grand dialogue. Si toutes ces recommandations sont implémentées sur le terrain de la pratique, on aura justement que notre décentralisation prendra un coup justement en avant. Maintenant, le maire de la ville sera élu demain. Moi, ce que je souhaite, outre le critère de l'autoctonie qui doit être respecté, il faudrait qu'on respecte les compositions sociologiques et du genre. Parce que je venais de voir que le maire de la ville de Garoua, je crois qu'il a 64 ans, ainsi de suite, même les adjoints. Il y a une femme et il y a le maire de la ville qui a dire que... Donc il faut prendre en compte donc, le genre et les jeunes. Oui. Ça m'intéresserait, je ne suis pas du RDPC, mais ça va m'intéresser que demain nous avons... Vous voulez qu'il y ait un jeune parmi les mais justement, il faut dire, nous avons aujourd'hui des jeunes, je ne veux pas les citer, tous, je connais Élie Zanzan par exemple, un monsieur qui peut vous mobiliser près de 400 militants du RDPC en 10 minutes. Moi je le dis. Pourquoi? Parce que j'ai eu à faire une conférence. J'ai voulu commencer, la salle était vide, mais que quand ce monsieur est arrivé, la salle a fait son comble. Donc voilà les jeunes que l'on espère trouver quand même au sein de ce qu'on appelle le conseil de la communauté. Oui. En tant que adjoint maire. Et ça va permettre aux jeunes davantage de RDPC. Surtout qu'il n'a pas été, il était 3e sur la liste de Madame Fapou. Et cela permettra davantage, il n'est pas adjoint maire. Cela permettra davantage aux jeunes de RDPC de sentir qu'ils sont aimés par le sommet. Parce que on s'est rendu bien compte que les choix qui étaient souvent faits à la base n'étaient pas ceux qui étaient respectés au niveau du sommet. Donc il faudrait que, pour une fois, en respectant l'instruction du président de la République lui-même, qui avait demandé qu'on puisse intégrer les jeunes, qu'on mette quand même un jeune comme adjoint au maire de la ville. Ce serait, pour moi, quelque chose de sensé. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette jeunesse est suffisamment écartée. Pourtant, c'est elle qui abat le travail des terrains. Oui. Il ne faudrait pas l'ignorer. Je dis bien avec ainsi. Il fait l'amour là. Moi, je ne suis pas de RDPC. Mais je lui dis, les jeunes que je côtoie, en 2008 cas, les Élie Zanzan, c'est des jeunes qui méritent une reconnaissance au sein de leur parti politique. Oui, d'abord, Hilaire Zipan. Non, je pense que je peux me glorifier parce que j'ai participé quand même au Grand Dialogue National et c'était à ma commission. Et ça, je pense que Maître Percy ne me dira pas ça. Ça c'est, on a fait de l'histoire qui nous sont battus pour que nous éliminons ce poste d'incongruité des délibérants. Je pense que Equinor, ça a joué ce rôle. Cédric Noufoulé vous a pris à son micro, on se souvient. Merci, je pense quand même que c'est des faits d'histoire. Et encore sur ce micro, lorsque le texte n'était pas tout à fait pointu en savoir que le délégué du gouvernement devait être quelqu'un d'élu à la base, nous sommes revenus ici. Oui. Et je me félicite que vous voyez qu'on peut être de l'opposition et participer au développement de notre pays. Bien, donc, c'est ce que nous demandons. Et maintenant, nous demandons. Pas que le MBS fouille. Je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin en disant qu'au-delà de standing ovation qu'on a adressé au Premier ministre, ce qui représente son bâton de parallèle et comme la forme de l'État comme débat. Je close là. Maintenant, il y a les candidats. Oui. Bien, il y a
d'un côté venant de Douala 5, Mbassandine, qui en principe est quelqu'un de Douala 1er, qui est élu à Douala 1er, mais qui se retrouve à Douala 5e, incongruité de l'eau. On a du côté de Douala 1er, Jean-Jacques Lengue Malapa, naturellement le maire entrant, sortant entrant. Et on a de l'autre côté Soleil qui est donc du côté de Bonabéry. Oui, Douala 4e. Douala 4e. Et puis donc maintenant, Maître Dine, Henri, qui est de Douala 6e. Vous avez compté Poupa, Douala 3e? Et Poupa, c'est arrangé. Okay. C'est déjà arrangé. Il s'est retiré. Donc là, Douala 3e et Douala 2e n'ont pas de candidat en liste. Voilà un peu d'abord pour que le décor politique soit précis. La deuxième approche que je voudrais dire, c'est que quand vous prenez Douala 3e au jour d'aujourd'hui, il y a le moins de contestation au niveau de l'élection du maire d'arrondissement. Donc en principe, là, il y a un peu d'accalmie. À Douala 4e, on a juste une petite précision, la contestation est venue au niveau du poste qu'on accordait à l'adjoint du SDF. Bien entendu. Ils ne se sont pas entendus. Ils ne sont pas entendus. Au RDPC, les choses sont bien passées. Exact. À Douala 4e, il y a un nouveau venu, un jeune médecin qui a renversé le docteur Mpa. Et puis donc maintenant, Bassandine qui est donc à Douala 5e, dans lequel nous savons bien que le vote ne s'est pas bien déroulé parce que vous savez que le PCRN a introduit un recours sur le papier. J'étais là, je peux vous en parler. Je faisais partie, j'allais dire, de la personne ressource du mandataire qui était le docteur Le PCRN réclame des conseillers au niveau de la mairie de la ville. Mais pas en parler quand vous allez m'interroger. Maître. Non, je voudrais être précis. Oui, je vous le concède, maître. Voilà. Je voudrais donc être par rapport à ça que nous voyons d'abord les forces en présence. Prenons d'abord Maître Dine Henri. Oui. Il a maire de Douala 6e. Non, Douala 6e. Il est issu de Douala 6e. Oui. À l'époque, lorsque l'opposition avait remporté toutes les grandes villes, les grands arrondissements de Douala, Maître Henri Dine était pratiquement le seul grand conseiller, et ça de mémoire, le plus jeune à l'époque, en 96 pour être plus précis, qui était grand conseiller, qui a pu quand même tenir la digue du RDPC. Ça, il faut le lui reconnaître. C'est quand même un garçon. Ce sont ses faits d'armes. Ce sont ses faits d'armes qui ont quand même tenu le RDPC quand il était très mal. Et par la suite, il n'a pas été suffisamment récompensé. Il allait prolonger ses études aux États-Unis et il est revenu. Et par la suite, il a intégré le RDPC. C'est quand même un garçon qui connaît suffisamment la maison, d'abord en tant que grand conseiller et en tant qu'employé. Donc, il connaît bien la maison. Ça, les auditeurs de Radio Equinox l'ont suivi ce matin. C'est quelqu'un de compétent. Il est très compétent. Bien. Soleil a été grand conseiller de 2013 en 2020. On connaît comme médecin, biologiste. C'est un monsieur bien. Ah voilà. Donc voilà également qui connaît bien la communauté, qui a été président de la commission de l'environnement à la communauté urbaine. Et je peux vous dire qu'entre lui et les délégués sortants, ce n'était pas l'amour. Ce n'est pas le grand amour. Parce qu'il apportait son point de vue. C'est un monsieur très méthodique que moi j'ai côtoyé, qui sait où il va, qui sait ce qu'il dit. Et très honnête. Bien. Ça c'est docteur Jérémy Soleil. Jérémy Soleil. Très honnête. Objectivement. Vous avez Mbassandine qui sort de la haute sphère, naturellement, de l'administration, que tout à l'heure il a parlé avec ses faits d'âme, mais qui dans la connaissance de la ville, au point de vue pratique, parce que la communauté biologique, c'est près de 1000 employés, il faut le dire, c'est quand même un budget de près de 60 milliards, c'est quand même la proximité du quotidien, c'est quand même des problèmes à gérer au quotidien, dans lesquels il faut s'enquérir. Je pense que sur ce point-là, il est suffisamment haut, au point de vue technicité, mais au point de vue connaissance, quand par rapport au dossier, je n'en connais pas ces faits d'âme. Au point de vue proximité, je dis bien proximité. Parlons de Jean-Jacques Lengue Malapa. Et puis donc maintenant, je ne sors pas le maire Jean-Jacques. Oui, on vous écoute attentivement, Jean-Jacques Lengue Malapa. Attentivement. Oui. C'est le maire qui est élu à la majorité relative. Oui. Premier élément, cet élément, qui a pris tous les postes du premier adjoint au 4e adjoint. Premier élément. Est-ce qu'il peut pour autant partager? Qui a pris tous les postes de grand conseiller, les 10 du RDPC, en étant majorité relative. Est-ce que pour autant, vous connaissez bien le discours qu'on a? Il est à l'heure actuelle soumis au TCS. Faux. Permettez que je termine. Faux. Et je vais y revenir. Je peux terminer. Vous avez objection? Objection. Je peux terminer. Objection. Oui, maître, je peux terminer. Je connais le dossier, c'est faux. Il y a une objection. J'ai arrêté l'objection. Laissez que je termine le c'est faux. Il peut vous attaquer. Oh là là. Continuez. Je peux partir. Bien. Donc, je dis bien qui est soumis à une appréciation du TCS. Non. Maître peut dire le niveau d'appréciation. Voilà. Bien. Il n'y a pas de procédure.
Mais tu peux dire un mot. Donc, tu es soumis à une appréciation du TCF, je le rappelle, par rapport à un dossier de sagestion, que l'on sait qu'il a construit l'hôtel de ville qui a coûté objectivement, de par la délibération, 945 millions, dont j'en faisais partie au niveau du FECOM pour la négociation. Objection, parce qu'on ne peut pas, lors de vote, vous commencez à attaquer quelqu'un comme ça, malhonnêtement, alors que la personne est terminée, il n'a pas à le faire. Maître, je peux terminer. Non, maître, je peux terminer. D'autant plus que vous avez engagé une procédure en contestation, vous le savez, de l'élection devant la chambre administrative. Et je suis l'un des avocats du RDPC. Donc vous êtes son adversaire et vous ne pouvez pas venir la veille d'une élection le taper dessus. Ça n'existe pas. Je n'accepte pas ça. On est ici pour une objectivité. Vous avez tout à fait raison, maître. Oui, vous l'avez attaqué. Mais je peux terminer. Non, vous ne pouvez pas terminer sur lui. Mais tu peux terminer. J'essaie de faire passer autre chose. Bon, vous avez parlé de lui. Je termine. Ça suffit. Oui, c'est gentil, maître. Donc, à partir de là, nous avons donc les 4 candidats tels que le tabloïd a été placé. Dès lors, maintenant, il revient donc au conseiller d'en faire le choix de manière conséquente. Doit-on pour autant voter quelqu'un qui n'a pas de la compétence? Vous choisirez à l'intérieur ceux qui ont de la compétence. Doit-on pour autant voter pour sauver notre ville en ce qui concerne ses possibilités de développement? En principe, vous allez visionner naturellement les différents programmes pour savoir s'il en est le cas. Va-t-on pour autant choisir quelqu'un au point de vue innovation, comme il venait de dire tout à l'heure le docteur Essomba, en intégrant les jeunes? Là va être tout l'ordre. Vous savez bien qu'il y a 4 adjoints. Et si l'on prend la proportion de 270 divisé par la proportion du nombre d'adjoints, en principe, l'opposition, dans sa composante, devrait avoir un poste d'adjoint au super-maire. Si tel n'est pas le cas, la répartition se fera. Je pense qu'à cette proportion-là, il faudra donc regarder dans toute cette composante-là. Parce que la loi sur... Il peut y avoir 3 adjoints RDPC et possible. Un de l'opposition. Sinon, suppose que le super-maire doit refléter autant que possible la composition de la ville. Il n'en demeure pas moins qu'il faudra intégrer cette paramètre-là. Donc, j'ai donné les éléments là pour que, objectivement, que ce soit de Bassandine, que ce soit de l'autre, qu'on puisse choisir avec aisance le super-maire. Maître Pensy, vous avez fait objection. La première chose, je trouve que ce n'est pas très honnête d'attaquer quelqu'un à qui on fait un procès devant la chambre administrative. Ça ne se fait pas. Il faut avoir une certaine... Non, il faut avoir une certaine élégance et que vous avez passé votre temps à être son opposant, à le vilipender. La veille d'une élection... Il a introduit un recours également. Il a introduit un recours en annulation de ce procès. C'est moi qui ai fait le recours. Ah, voilà. Et le recours, donc lui-même, il a fait le recours. Pas sur ça. Donc, le recours, s'il vous plaît, le recours porte sur une annulation faite par Elecam. C'est pas contre vous, c'est contre Elecam. Oui, c'est tout. Mais il a fait un recours. Il a fait un recours. C'est pas ça. Merci de l'avoir fait. C'était pour permettre d'avoir la majorité absolue. Ah, voilà. Voilà, c'est tout. Parce que ça éliminait un certain nombre de conseillers du qui faisaient en sorte que du SDF et du RDPC avait la majorité absolue. Merci du recours. La deuxième chose, donc il ne peut pas être super-maire parce que lui-même ne semble pas d'accord avec le docteur Luçon. J'ai pas terminé. Le problème, c'est que je parle de ça parce qu'il faut parler de la loi sur la décentralisation. Moi, j'étais récemment en Tunisie. Elle a mis 27 ans pour pouvoir être implémentée dans le pays. Au Cameroun, en 96, si vous comptez, ça peut faire encore 27 ans. Donc, il faut faire comme la Tunisie? Pas du tout. ça veut dire que pour faire des choses bien, il faut du temps de bien le faire. Nous n'avons pas toujours le décret d'application. Nous n'avons pas toujours le décret d'application. Le décret d'application, c'est pas la tarte à la crème. La deuxième chose qui concerne, ici, il faut savoir ce qu'on appelle à l'époque la mairie de Paris. Vous savez, la mairie de Paris, c'est une mairie qui est particulière. Oui. À une époque, c'était pas ça. Et c'est récemment que le maire de Paris a été élu. Oui. Il y a même eu un Africain qui a été maire de Paris au 19e siècle. Personne n'en a parlé. La troisième chose, c'est la loi sur la décentralisation, des collectivités territoriales décentralisées, appelle un surcroît de compétences. Parce que les gens risquent d'aller au TCS. Il ne suffit pas d'être jeune pour être compétent. Les 15% qui sont alloués, c'est beaucoup d'argent. 180 milliards à peu près. Donc, il faut... Non, les jeunes ne demandent pas le poste de maire de la ville. Ils veulent un poste parmi les adjoints. Moi, c'est pas une affaire de poste, c'est une affaire de compétence. Vous êtes jeune, vous êtes machin, c'est la compétence qui doit... Est-ce qu'il peut pas être adjoint au moins?
C'est pas une affaire d'adjoint, c'est une affaire. Est-ce qu'ils ne peuvent pas être adjoints? La sociologie ne demande pas d'être adjoint. Si le jeune est compétent, pourquoi pas? J'ai rien fait. Le président. Alors, est-ce que Maître Dean n'est pas compétent? Mais laissez-moi terminer. Je vous ai dit que je connais Dean. C'est quelqu'un qui allait refaire ses études aux États-Unis. Il est compétent. Mais oui, il est pas mal. Moi, j'ai discuté avec lui. C'est quelqu'un qui s'est fâché, qui allait réapprendre ses études aux États-Unis et qui est revenu. Reste à savoir s'il aura le nombre de voix pour passer. Ce que je voudrais dire également. Là aussi, vous êtes sûr, le discours que vous faites sur Maître Dean, là, il est bon? Je vous ai dit. Vous avez parlé de Mbassadine. J'ai dit que Mbassadine, c'est quelqu'un qui est bon. Ah. Qui est bon. Et Soleil? C'est quelqu'un qui est bon. Alors, donc tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Non, attends, qui est honnête. Je dis que nous avons la chance d'avoir 3 candidats qui ne sont pas mauvais. Voilà. Et nous avons également, même si vous ne le dites pas, Malapa, qui a été un très grand maire et qui est bon. Donc c'est la bataille est là. Ah bon? Même si et qui prend tout? Non, et qui prend tout? Il est bon parce qu'il prend tout. S'il vous plaît. Ça, c'est votre problème d'ordre personnel. C'est pas d'ordre personnel. Vous n'êtes pas élu, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas élu. S'agissant de Douala Seck, là, il faut revenir dessus. Ah oui, c'est lui qui m'interdit d'être élu. Merci, maître. C'est pas dit ça. C'est pas grave. Allons-y, maître. C'est pas dit ça. Vous avez été battu. Okay. Vous avez fait une contestation. D'une manière malhonnête. Non, s'il vous plaît. Nous passons devant une juridiction qui est la juridiction administrative. Et il fallait attendre qu'elle rende son verdict. Que vous soyez élu ou non, ça ne me dit rien du tout. D'une manière ou d'une autre, ça n'empêchera pas au RDPC d'avoir sa majorité, vous le savez bien. Confortable, obèse, qui ne nous permet pas à des gens parce que vous êtes quelqu'un, s'il vous plaît, vous êtes quelqu'un qui titillait. Pas titillé, je suis pointu à la matière. Qui dit les vérités, je dis que qui apporte les preuves, il est nécessaire, s'il vous plaît, en permanence. Il est nécessaire qu'il y ait des gens qui apportent aussi, même au grand dialogue, je n'ai aucun problème. Vous n'étiez pas le seul. Grand dialogue. Alors, la deuxième chose, vous n'étiez pas. Non, moi j'étais à la première partie. Non, vous n'étiez pas. J'étais invité. J'étais au grand dialogue, vous n'étiez pas. Le premier jour, j'y étais. Vous n'étiez pas accepté d'abord, vous n'étiez pas. Vous avez été reçu par le premier ministre. J'ai été reçu par le premier ministre. Oui, mais ça c'est pas le dialogue, ça c'est le préliminaire. Mais laissez-moi, est-ce que vous pensez que... Ça c'est les préliminaires. Monsieur, je devais aller à Paris. C'était pas les préliminaires, monsieur. J'étais à Paris le lendemain. On n'en a rien à cirer. Alors, monsieur, on n'en a rien à cirer à Paris. Si on est au Cameroun, voilà. Si, monsieur, taisez-vous. Laissez-moi, c'est moi qui parle. Pour le moment. Deuxième chose que je dois dire dans cette affaire concernant Douala 5e. Monsieur Dr Fadil était le mandataire et j'étais personnalité ressources. Le RDPC a respecté ses engagements et s'agissant des maires et maires adjoints, il y a eu 61 voix sur 61. Le problème s'est posé maintenant au niveau de ce qu'on appelle les grands conseillers, où il y a eu un problème. Il y a eu une liste. La première liste ne respectait pas les composantes sociologiques, mais cette liste avait des gens du PCRN. Et cette liste a été battue par une liste dissidente. C'est ça qui a posé les problèmes. Et les gens du PCRN et du SDF, on leur a demandé, vous voulez être sur cette liste ou sur cette liste? Parce qu'il n'y a pas pu y avoir consensus. C'est ça le problème qui s'est posé là-dessus. La troisième chose, ça concerne tout simplement ceux qui ont fait des recours comme vous, et notamment à qui conteste. Monsieur Guignol, dont vous parlez, a déposé une plainte contre Monsieur Malapa au TCS. Elle n'a pas fonctionné. Je peux vous assurer qu'à ce jour, la décision a été prise. Le RDPC n'aurait pas accepté qu'un candidat qui se trouve devant le RDPC puisse compétir. Donc sur ce point-là, je peux vous assurer, et je le sais en tant qu'avocat, et je suis formel, il n'est pas au TCS. C'est un coup tordu qui est fait à l'arrivée des élections. On commence à faire, et le TCS a dit qu'il ne veut plus que lorsqu'il y a des élections, que les gens commencent à écrire, il est au TCS, il est au TCS. Ok, merci, on vous a compris. Merci. Voilà, bonsoir Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir Serge Alain. Voilà, dans un instant, 100% foot, le menu. Oui, bien loin du TCS, mais très proche du CHAN 2020, du 4 au 25 avril prochain, bien évidemment. Le Cameroun se prépare à cet important événement sportif. Le ministre de l'Éducation physique a séjourné le week-end dernier dans la ville de Douala pour faire le point de l'avancement des différents préparatifs dans le site du Douala, bien évidemment, où il y a deux sites, bien évidemment. Il y a le site de Japoma et le site du stade de la réunification de Douala. Chez les Lions indomptables du Cameroun, le sélectionneur a publié une liste de 32
3 joueurs pour affronter le Mozambique le 26 mars prochain au stade de la réunification de Douala, qui sera donc, on va le dire, inauguré depuis sa rénovation par l'équipe nationale A du Cameroun, un peu plus d'une vingtaine d'années après le dernier match de cette sélection ici à Douala. Nous parlerons de cette liste. Nous allons d'ailleurs la décrypter avec nos experts ce soir en plateau, tout comme nous parlerons de Yves Clément Gatentio et de son groupe qui prépare, on va le dire sereinement, à ce CHAN 2020. Les Lions, elles, vont affronter la Zambie jeudi prochain au stade Misso Amadou Haïdou de Yaoundé, un match important pour les éliminatoires des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour le tournoi de football féminin. C'est le dernier virage. Ça passe ou ça casse pour la sélection du coach Alain Diomfa. Nous reviendrons aussi sur le championnat professionnel qui a désormais 2 de ses ambassadeurs en sélection nationale, le gardien de but de stade Renard de Mélon et l'attaquant de l'Union sportive de Douala Bakary Sidiki et Paneli Tizi, le gardien de but de stade Renard de Mélon. L'Union sportive de Douala, après une série de victoires, a été stoppée encore ce lundi dans son élan. Les Nassara Kamaka ont été battus 2-1 par APGS d'un fou. Voilà, tout à l'heure, ce sera 100% foot, juste 30 secondes pour vous. On a suivi une histoire de GPS, transporteur rapidement et Zipan. Rapidement, 30 secondes. Pour éclairer l'opinion, le problème est simple. Dans la procédure des marchandises en transit, la douane doit pouvoir donner le certificat de départ. Oui. Il va savoir que les transitaires qui ont fait pratiquement toute la procédure afin de faciliter le transport du pays de l'intérieur que le Cameroun, soit par le Tchad, soit pour la Centrafrique, sont assujettis à la pose du GPS. Mais le GPS, dans ce cas-ci, est posé sur la batterie, d'une part, du camion, d'une part, ce qui est désuet, d'autre part, coûte 35 000 francs aux transitaires et coûte 20 000 francs aux chauffeurs. Au-delà de ces sommes payées, vous n'arrivez pas à avoir le GPS dans un délai parfois de 1 semaine, de 2 semaines et de 3 semaines. C'est ce manque-là, ce retard-là, et je rappelle en passant que ce GPS n'est ni rattaché à la douane, ni rattaché au transitaire. Donc c'est un particulier qui a obtenu ce marché auprès de la douane camerounaise pour mettre une traçabilité sur les camions. Mais seulement cette procédure, elle est désuète, dépassée, et nous pensons qu'il est temps, parce que ça a fixé à l'heure actuelle l'économie camerounaise. Quand vous perdez 7 jours sur place déjà pour attendre le GPS, quand vous mettez 7 jours pour arriver à la frontière, quand vous mettez 7 jours pour rentrer pour les convois, pour ce qui est de la Centrafrique, vous voyez que pratiquement en un mois, vous avez mis 21 jours pour la randonnée de 2 300 000 pour un camion qui a des charges fixes, l'assurance, vignette, chauffeur, carburant. Merci. Donc, elle n'est pas rentable. Merci Lazipan. On vous a interrompu tout à l'heure avant le journal, Dr Luison Issoba. Est-ce que le coup de fil du président Macron hier au président Biya vient siffler la fin de la récréation? Tout va rentrer dans la normale? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il y aura... Par rapport à tout ce qu'on a vu en semaine. Il y aura des rigueurs parce que vous savez, à partir des manifestations qui se sont déroulées en face de l'ambassade de la France au Cameroun, il y a eu des actes de provocation. C'est-à-dire que c'était des actes de provocation très fortes et j'estime pour ma part que la France ne laissera pas cela comme cela. Et moi je dis, c'est très bien parce que le président de la République, et je l'ai dit dans mon propos préliminaire, c'est bien parce que le président de la République a décroché le téléphone de Macron et qu'ensemble, ils ont échangé. Ça fait de sorte qu'aujourd'hui, certaines velléités peuvent se taire à partir de là, parce que des compromis se sont mis en place. Voilà ce qu'il faut pouvoir expliquer. Et tout à l'heure, vous avez posé la question, quel était le choix pour le maire de la ville? Oui. Moi, je dois vous avouer que tous les candidats sont sérieux, mais celui pour lequel j'estime avoir du profil, moi je pense à Jérémy Soler, parce que c'est ce monsieur qui, au moment où les 11 délégués de la communauté qui avait été illégalement licencié par Fils Tonnet, il est venu au chevet de ces gens-là. Et il a géré avec de la maestra, la Ketini, ici à Douala. Donc moi je pense que très honnête, les candidats sont tous sérieux, ils sont tous compétents, mais il y aura l'approche humaine ou humaniste qui va beaucoup compter parce que M. Soler a suffisamment aimé les jeunes. Je pense à M. Simé Armel. Malheureusement, ce ne sont pas les électeurs, hein, ces personnes-là. Les délégués ne sont pas les électeurs. Les gens qui sont passés à la cantine ne vont pas. Ce n'est pas eux qui vont élire demain. Parmi ces gens, il faut y avoir les conseillers municipaux. Voilà. Qui sont devenus des grands électeurs. Et vous insistez, il faut qu'il y ait un jeune parmi les adjoints. Je vous jure et je vous l'avoue, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec M. Percy. Ce n'est pas au moment où les jeunes doivent avoir... Est-ce que les jeunes ne sont pas compétents? Mais le poste d'adjoint, c'est l'apprentissage. C'est le poste d'apprentissage. Mais il faut bien le faire. Je ne vous coupe pas. Au moment de les envoyer sur les chaudrons,
Aujourd'hui, ils ont l'expérience. Nous avons vu le double scrutin. Quand il faut défendre le RDPC sur les plateaux, ils sont... j'allais retourner. Non, même pas sur les plateaux. Nous avons vu le double scrutin qui s'est déroulé le 9 février. Nous avons vu ces jeunes, avec la politique de proximité, nous les avons vus dans les sous-quartiers, prendre même des risques. Parce qu'il y a certains d'entre eux qu'on ne voulait même pas voir au quartier, mais qui ont pris des risques d'aller sur le quartier. Mais pourquoi le moment aussi de grappiller un poste, pas même de titulaire, mais un poste d'adjoint, qu'on dise qu'ils n'ont pas compétence? Ce n'est pas normal. Non, mais c'est pas normal. Les Lizanzan, les André Lutin, tous ces gens du RDPC doivent avoir des postes. D'abord, Meka n'a pas été élu. Non, il n'a pas été élu. Bon, et Charles s'il vous plaît. Je vais discuter. Maître Fabien Kenyé, vous vouliez dire quelque chose? Oui, tout à fait, ça. Maître Kenyé. Je voudrais plutôt profiter de cette tribune pour adresser mes remerciements personnels à la diaspora agissante camerounaise qui a réservé un très brillant accueil à son excellent brandy professeur Maurice Kamto, ainsi qu'au responsable du MSC et ses alliés lors de sa récente tournée en Occident. Je voudrais aussi terminer par adresser mes félicitations et mes remerciements aussi à Bafou et aux jeunes qui me suivent particulièrement, Bafou particulièrement. Okay. Je veux dire Bafou à Tcham. Voilà. Merci bien. Maître Pensy, pour sortir, je voulais dire que moi j'ai rien contre la jeunesse. Voilà. Vous avez été jeune aussi, s'il vous plaît. Vous tiens très bien quand vous étiez jeune. S'il vous plaît. On ne vous reconnaît plus, hein? Vous étiez très jeune. Vous étiez très jeune. Très brillant. Je voudrais parler. Très brillant. Maintenant, on vous reconnaît plus, s'il vous plaît. On vous reconnaît plus. Vous m'avez dit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La démocratie, laissez-moi pas.